Le jour s'est levé sur le chantier naval de Philadelphie le 28 octobre 1943. Comme chaque matin, un calme démentant le chaos qui se déroulait au large des côtes de la ville et au-delà. Cette année-là, l'implication des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale avait atteint son paroxysme. Alors qu'une bataille navale féroce entre les navires alliés et les sous-marins allemands faisait rage dans l'Atlantique, la gravité de ce conflit signifiait que le 28 octobre n'était pas n'importe quel matin à Philadelphie, mais l'aboutissement de mois et d'années de recherche top secrète menées par le gouvernement américain, dans le but de s'emparer une fois pour toutes de la supériorité navale. De toute évidence, l'armée américaine, en collaboration avec certains des plus grands esprits scientifiques du monde, des hommes comme Nikola Tesla et Albert Einstein, avait travaillé sur une nouvelle technologie qui rendrait leurs navires invisibles. Une sorte de dispositif de camouflage des livres de science-fiction. Il ne restait plus qu'à vérifier si leur calcul était correct, à tester si, en fait, la technologie fonctionnerait réellement. Ce test deviendra tristement célèbre sous le nom d'expérience de Philadelphie. Là, dans le chantier naval de Philadelphie, se trouvait l'USS Eldridge, un navire équipé de gros générateurs et d'autres équipements étranges, qui ont dérouté les membres d'équipage inconscients. À une heure prédéterminée, l'équipement a été activé, les puissants générateurs ont démarré. Soudain, un brouillard bleu-vert a commencé à entourer l'Eldridge, et dans un éclair de lumière, le navire a disparu, disparaissant dans les airs. Peu de temps après, l'Eldridge réapparut de manière inattendue à plus de 320 km de là, à Norfolk, en Virginie. Un fait confirmé par l'équipage du SS Andrew Furusset, qui était ancré à Norfolk ce jour-là. Puis, aussi soudainement que l'Eldridge était apparu, il a de nouveau disparu, avant de réapparaître miraculeusement à Philadelphie. Le plus incroyable, quoi qu'il se soit passé au cours de son voyage, c'est qu'il semblait, en fait, avoir voyagé 10 minutes dans le temps. Les scientifiques et le personnel militaire de Philadelphie se sont précipités vers le navire, dans une course folle pour déterminer ce qui s'était passé. Ce qu'ils ont découvert, ce sont des scènes d'une horreur inimaginable. Les membres d'équipage étaient couverts de terribles brûlures, certains activement engloutis par les flammes, d'autres étaient devenus fous, criant et divagant de manière incohérente. Plus inquiétant encore, certains membres d'équipage s'étaient en fait incrustés dans la coque en acier du navire, fusionnés, toujours vivants, avec des parties du corps dépassant à des angles grotesques. Ce n'est pas le genre de choses qu'on voit aux nouvelles du soir. En effet, tout ce qui s'est passé ce jour-là fatidique à Philadelphie aurait poussé le gouvernement à abandonner le projet et à tenter d'éliminer tous les enregistrements de l'expérience de Philadelphie ayant jamais eu lieu. Et ils auraient pu réussir sans un auteur excentrique nommé Maurice K. Jessup et les curiosités des circonstances. En 1955, Maurice K. Jessup a écrit un livre intitulé The Case of the UFO, ou autrement dit, l'affaire de l'OVNI, qui parlait d'antigravité, d'électromagnétisme et de superscience préhistorique, faisant de lui une célébrité parmi les théoriciens du complot. Peut-être en conséquence, en 1956, Jessup a reçu la première de ce qui allait devenir plus de 50 lettres manuscrites d'un homme se faisant appeler Carl M. Allen. Dans les lettres, Allen affirmait avoir été membre de l'équipage de l'USS Eldridge le jour où l'expérience de Philadelphie avait eu lieu. Il a écrit comment le vaisseau avait été téléporté à travers le temps et différentes dimensions, rencontrant ce que Allen avait décrit comme des extraterrestres en cours de route. Choqué par ce que disait Allen, Jessup a tenté à plusieurs reprises d'enquêter sur les allégations, suppliant Allen de fournir des preuves matérielles. Mais, incapable de trouver quoi que ce soit de tangible pour corroborer l'histoire, il semblait que Jessup devrait abandonner et rejeter Allen comme un autre cinglé. C'est-à-dire jusqu'en 1957, lorsque Jessup a été contacté par la marine américaine et invité à se rendre à Washington pour une réunion avec des responsables gouvernementaux et militaires de haut rang. Apparemment, le bureau de la recherche navale avait reçu un colis contenant une copie du livre de Jessup, avec une série de notes manuscrites griffonnées à l'intérieur. Les notes parlaient de technologie extraterrestre et de voyage dans le temps. Alors que l'écriture manuscrite des notes était conçue pour donner l'impression qu'elles avaient été écrites par 3 auteurs différents, Jessup a immédiatement reconnu que les 3 avaient été rédigés par Carl M. Allen. Après un interrogatoire intensif, Jessup a quitté Washington et est rentré chez lui, confus quant à l'intérêt de la marine pour des affirmations aussi incroyables et non fondées. Encore plus curieusement, peu de temps après, la marine a en fait publié 127 exemplaires du livre de Jessup, avec les notes manuscrites d'Allen incluses. Puis, en 1959, à peine 3 ans après le début de sa correspondance avec Allen, Jessup a été retrouvé mort d'un suicide apparent.
Alors qu'Allen a continué à envoyer des lettres à ses amis et à sa famille, détaillant son vécu avec l'expérience de Philadelphie pendant de nombreuses années par la suite. L'histoire s'est estompée de la mémoire, ignorée, oubliée. Juste une autre théorie du complot. L'histoire de l'expérience de Philadelphie remonte en fait bien plus loin que 1943 et implique certains des plus grands esprits de l'histoire, dont le légendaire inventeur Nikola Tesla. Au début de l'année 1895, Tesla avait expérimenté comment l'espace et le temps pouvaient être influencés par l'électricité et les champs magnétiques. En mars de cette année-là, le journal New York Herald a publié une histoire curieuse, dans laquelle un journaliste avait trouvé Tesla à l'air échevelé, seul, dans un café un après-midi. « J'ai peur », commença Tesla lorsqu'il fut accueilli par le journaliste, « que tu ne me trouves pas un compagnon agréable ce soir. Le fait est que j'ai failli être tué aujourd'hui. L'étincelle a bondi d'1 mètre dans les airs et m'a frappé ici, sur l'épaule droite. Si mon assistant n'avait pas coupé le courant instantanément, cela aurait pu être ma fin. » Il a décrit au journaliste comment il aurait pu être frappé par l'étincelle électrique. Quelques 3,5 millions de volts l'avaient fait sortir de sa fenêtre spatio-temporelle. « Je pouvais voir le passé, le présent et le futur en même temps », a-t-il expliqué. Comme si Tesla disait que ses expériences avaient conduit à une sorte de préscience, ou peut-être même à une sorte de voyage dans le temps. Dans les années 1930, Tesla, déjà une légende, travaillait à l'université de Chicago, menant des expériences essayant de rendre un corps invisible grâce à l'électricité. C'était le travail qui allait devenir le fondement de l'expérience de Philadelphie. En 1939, le travail a été transféré au Princeton Institute of Advanced Studies. C'est là qu'Albert Einstein aurait rejoint le projet, aux côtés d'autres scientifiques de haut niveau. En 1941, Tesla et ses scientifiques travaillaient explicitement sur le projet pour le gouvernement américain. Ce sont Tesla et son équipe qui auraient fait les calculs, rédigé les spécifications techniques et même construit les énormes générateurs pour ce qui allait devenir l'expérience de Philadelphie. Mais alors, avant que l'expérience n'ait lieu, Tesla s'est soudainement retiré du projet, prétextant un désastre certain si le projet allait de l'avant, d'un problème de personnel qui s'ensuivrait. Tesla, fervent humanitaire qu'il était, ne pouvait pas supporter les conséquences horribles qui, selon lui, arrivaient aux membres d'équipage de l'USS Eldridge. Il a donc démissionné du projet, après avoir fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher l'expérience. Bien sûr, au milieu d'une guerre mondiale, le gouvernement américain n'a pas abandonné la recherche dans laquelle il avait consacré tant de ressources. Au lieu d'arrêter le projet, ils l'ont confié à John von Neumann, un esprit brillant qui, contrairement à Tesla, n'était pas encombré de réserves morales et n'hésiterait pas à faire fi de la prudence, comme il l'avait prouvé lors de ses travaux sur le projet Manhattan avec la construction de la bombe nucléaire. Quoi qu'il se soit passé sous la direction de Neumann, quoi qu'il se soit passé ou non pendant l'expérience de Philadelphie en 1943, la même année, Nikola Tesla est mort, seul, dans sa chambre d'hôtel à New York. Presque immédiatement après sa mort, sa chambre a été balayée par des représentants du gouvernement américain. Toutes ces notes et autres documents ont été collectés et envoyés directement au FBI. Le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, a qualifié le travail de Tesla du plus secret. Si secret en fait, que lorsqu'une affaire judiciaire de 1952 a statué que le neveu de Tesla était l'héritier de sa succession, et donc le propriétaire légitime de tous ses effets personnels, y compris ses notes, le FBI ne lui a pas envoyé les 80 boîtes de notes qu'il avait enregistrées, mais seulement 60. Qu'est-il arrivé au reste du travail de Tesla? Et que pouvaient contenir ces notes les plus secrètes? Certains ont émis l'hypothèse que Tesla travaillait sur une sorte de rayon de la mort, que le gouvernement américain voulait pour son effort de guerre et voulait garder le secret. Mais peut-être que cela avait quelque chose à voir avec l'expérience de Philadelphie, quelque chose à voir avec les terribles avertissements de Tesla avant de quitter le projet, et la capacité de voir le passé, le présent et le futur. La question demeure à ce jour. Quel type de connaissances les plus secrètes possédait Tesla, et qui d'autre aurait pu la posséder? Si nous regardons les écritures et les histoires anciennes, nous pouvons trouver de nombreux cas intéressants de voyage dans le temps. Certaines traditions hébraïques racontent l'histoire du prophète Jérémie et d'un jeune garçon nommé Abimelech. Le prophète Jérémie était assis avec quelques-uns de ses amis, et il y avait un jeune garçon. Il s'appelait Abimelech, et Jérémie dit à Abimelech : « Sortez de Jérusalem, il y a une colline, et ramassez-nous des figues. » Le garçon sortit et ramassa des figues fraîches.
Tout à coup, Abimelech entendit du bruit et du vent dans l'air, et il perdit connaissance. Au bout d'un moment, il se réveilla de nouveau, et il vit que c'était presque le soir. Alors, il courut vers la société, et la ville était pleine d'étranges soldats. Et il a dit « Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-il arrivé à Jérémie et à tous les autres ?» Et un vieil homme a dit « C'était il y a 62 ans. » Aussi incroyable que puisse paraître cette histoire, elle est loin d'être la seule contenue dans les textes des civilisations anciennes, qui semblaient faire référence au voyage dans le temps. Quelque chose de similaire existe dans les traditions chrétiennes et islamiques, une histoire connue sous le nom des 7 dormants, ou alternativement la grotte d'Al-Kahf. Dans cette histoire, un groupe de jeunes se cache dans une grotte pour échapper à la persécution en l'an 250 de notre ère. Lorsqu'ils sortent de la grotte, quelques 300 ans se sont écoulés. Bien sûr, ces types d'histoires ne se limitent pas aux contes des anciens. Considérez ce qui est devenu connu sous le nom de Lordsburg-Dur, à l'extérieur de la ville de Lordsburg, au Nouveau-Mexique. Selon les habitants, la porte est une passerelle cachée dans le désert, un portail qui relie l'espace et le temps. De nombreuses histoires ont émergé au fil des décennies, décrivant des ovnis traversant la porte. En fait, on dit que devant la porte se trouve une souche avec un os de jambe humaine incrusté dedans. Laissée là lorsque quelqu'un est directement sorti de la porte dans un arbre. Cela reflète ce qui a été dit sur les membres de l'équipage de l'USS Eldridge, après l'expérience de Philadelphie, intégrée dans la coque en acier du navire. Ce qui se passe à Lordsburg-Dur ressemble-t-il à ce qui s'est passé à Philadelphie? Ou considérez le triangle des Bermudes, cette zone notoire au large de la côte sud-est des États-Unis entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico, où, au fil des ans, de nombreux navires et des milliers de personnes ont mystérieusement disparu. Les récits donnés par les pilotes de secousses et d'impulsions soudaines venant de nulle part, ou de pannes d'équipements électroniques, ne semblent pas si différents des descriptions à bord de l'Eldridge pendant l'expérience de Philadelphie. Ces types de récits remontent au moins jusqu'à Christophe Colomb, le célèbre explorateur qui, lorsqu'il atteignit pour la première fois le triangle des Bermudes, il y a des centaines d'années, documenta dans ses archives d'énormes colonnes de feu s'écrasant dans la mer. Vous souvenez-vous de l'incendie des membres de l'équipage d'Eldridge? Mais peut-être que les récits modernes d'anomalies et les mythes anciens ne suffisent pas à nous convaincre de l'existence du voyage dans le temps. Il faudrait peut-être des preuves plus tangibles. Beaucoup suggèrent que c'est là que les Zooparts, c'est-à-dire les artefacts déplacés, entrent en jeu. Un artefact déplacé est un artefact qui n'a pas de sens archéologique en fonction de la période à laquelle il a été découvert. Au fil des ans, de nombreux exemples sont apparus. En 1991, des archéologues russes ont découvert une série de petits artefacts en forme de bobine dans les montagnes de l'Oural, datés entre 20 000 et 318 000 ans. C'étaient des bobines, des spirales et des arbres fabriqués à partir de cuivre, de tungstène et de molybdène. Les scientifiques ont conclu qu'ils ne pouvaient pas être naturels, c'est-à-dire qu'ils devaient avoir été fabriqués. En fait, les scientifiques ont souligné que les pièces reflétaient les composants de la nanotechnologie moderne. Comment cela pourrait-il être possible, avec des artefacts datant de dizaines, voire de centaines de milliers d'années? Des exemples similaires, peut-être encore plus dramatiques, sont apparus ailleurs en Russie, comme à l'extérieur de Saint-Pétersbourg, où des archéologues ont découvert un étrange fossile, qui s'est avéré être une sorte de machine, composée de centaines de cylindres dentés, de pièces métalliques formant un mécanisme. Incroyablement, il était daté de plus de 300 millions d'années. De l'autre côté du monde, il y a eu la découverte des sphères de Klerksdorp, en Afrique du Sud. Il s'agissait de petites boules datées de près de 3 milliards d'années, et pourtant, leur structure inférieure fibreuse et leur conception complexe, à moins d'un 100 millième de pouce de la perfection absolue, ont conduit les chercheurs à conclure que les sphères devaient avoir été fabriquées par des personnes intelligentes. Certains ont soutenu que l'existence d'artefacts déplacés suggère une sorte de préhistoire, de civilisation avancée et de technologie perdue dans la mémoire enregistrée. D'autres pensent qu'il suggère que la Terre a dû être visitée par une vie extraterrestre avancée dans un passé lointain. Ce n'est peut-être pas des extraterrestres, mais des voyageurs dans le temps. Considérez ce que les archéologues ont trouvé en Crète en 2017. Là, ils ont découvert, fossilisé dans la Terre, il y a plus de 5 millions d'années, une traînée d'empreintes humaines. Notez que le pied humain est distinctif, plat et particulièrement de nos êtres primates. Le pied humain n'a pas de griffes et la plante du pied tombe à plat sur le sol. Plus important encore, le gros orteil est aligné avec les autres orteils, contrairement aux autres primates.
où le gros orteil dépasse d'un côté, comme le pouce d'une main. En d'autres termes, les empreintes trouvées en Crète étaient distinctement choquantes, mais humaines. Comment cela aurait-il pu être possible? Des empreintes humaines d'une époque où les êtres humains n'existaient même pas. Comment, à moins que les humains ne remontent le temps? La bonne nouvelle est que lorsque l'on examine la question du voyage dans le temps, il n'est pas nécessaire de se fier à des hypothèses et à des conjectures, ni à un complot ou à un mythe. Non, on pourrait simplement se fier au domaine de la science. Mais d'abord, examinons une histoire de l'Inde. Dans l'ancienne épopée sanskrite, connue sous le nom de Mahabharata, écrite vers 400 avant notre ère, il y a l'histoire d'un roi nommé Kakudmi qui avait besoin de trouver un mari pour sa fille unique. Comme le font parfois les pères, le roi Kakudmi a constaté que personne n'était assez bien pour sa petite fille. En désespoir de cause, le roi et sa fille se rendirent dans le royaume des dieux pour demander conseil au dieu Brahma. Quand ils sont arrivés, Brahma écoutait une performance musicale, et ils ont donc dû attendre. Quand ils ont finalement obtenu une audience avec Brahma, le roi a présenté sa proposition. « À qui fiancerai-je cette fille ?» demanda-t-il. « Je suis venu pour vous demander sur ce point. J'ai cherché beaucoup de princes et j'en ai aussi vu un bon nombre, et aucun d'entre eux ne me plaît, et donc mon esprit n'est pas en repos. » À cela, Brahma rit et répondit « Ô roi, les princes que vous pensiez devenir l'époux de votre fille sont tous morts. Leurs fils et petits-fils et leurs amis sont même tous décédés. Le temps, expliqua Brahma, s'écoulait différemment sur différents plans d'existence. Dans le peu de temps que le roi et sa fille avaient attendu une audience dans le royaume des dieux, 27 Chatur Yura, soit 116 millions d'années, s'étaient écoulés sur Terre. Ce qui est intéressant dans cette histoire n'est pas sa prétendue vérité ou son absence, mais plutôt à quel point sa conceptualisation du temps reflète celle de la science moderne, et plus particulièrement le travail d'Albert Einstein. Dans sa théorie de la relativité restreinte, Einstein a décrit comment le temps est relatif au cadre de référence de l'observateur, c'est-à-dire qu'il dépend du mouvement de l'observateur et de la forme de gravité. En d'autres termes, le temps passerait différemment pour une personne dans l'espace que sur Terre, comme c'est le cas pour le roi Kakudmi, dans le royaume de Brahma, dans le Mahabharata. Écrite il y a près de 2500 ans, l'histoire du roi Kakudmi illustre ce que les scientifiques modernes appellent la dilatation du temps. Ceci est souvent exprimé en utilisant la parabole des jumeaux. Comme décrit dans Forbes Magazine, un jumeau reste à la maison, tandis que l'autre fait un voyage aller-retour dans l'espace extra-atmosphérique, voyageant à presque la vitesse de la lumière pendant 10 ans, tel que mesuré par le jumeau qui reste à la maison. Lorsque le jumeau voyageur revient, il découvre que son frère a vieilli de 10 ans, alors qu'il n'a à peine vieilli. Le jumeau qui a voyagé a sauté de 10 ans dans le futur. En fait, la dilatation du temps n'est pas simplement une théorie, mais un fait prouvé et observé. Dans les années 1990, le cosmonaute russe Sergueï Krikalev a passé un record de 803 jours, 9 heures et 39 minutes dans l'espace, à bord de la Station spatiale internationale. Lorsqu'il est finalement revenu sur Terre, les scientifiques ont découvert qu'il avait voyagé 0,02 secondes dans le futur, en raison de la vitesse de la station spatiale par rapport à la Terre. 10 ans après sa théorie de la relativité restreinte, Einstein élargit sa réflexion à travers sa théorie de la relativité générale. Là, Einstein a décrit le tissu de l'univers comme un espace-temps à 4 dimensions. Selon Einstein, le temps et l'espace sont malléables, c'est-à-dire qu'ils réagissent à la présence de matière en se déformant, en se pliant, en se dilatant et en se contractant. De cette façon, l'espace-temps peut être plié, créant un raccourci entre deux endroits différents, un phénomène connu sous le nom de trou de verre, simplement un entonnoir avec deux extrémités émergeant à deux points différents de l'espace-temps. Les réflexions d'Einstein sur la relativité générale et restreinte ont constitué le fondement de la science moderne du voyage dans le temps. Traversant de nombreuses incarnations depuis le début des années 1900, en 1937, un physicien écossais du nom de W.J. Van Stockham appliqua la théorie de la relativité à ce qu'il appela le frame dragging, ou déplacement du cadre en français. En substance, Stockham a affirmé qu'en utilisant un cylindre infiniment long et extrêmement dense, et en le faisant tourner, comme un poteau de salon de coiffure, le cylindre serait amené à entraîner l'espace-temps avec lui. Dans une telle situation, un chemin peut être créé dans l'espace-temps à 4 dimensions, qui commence et se termine au même point. Cela a été décrit par Kurt Gödel en 1949 comme une courbe temporelle fermée.
c'est-à-dire voyager dans le temps en s'engageant sur un chemin et en revenant au moment exact où vous avez commencé. Un peu comme voler si loin vers l'ouest que vous êtes de retour dans l'est. Dans les années 1880, des scientifiques comme le physicien théoricien Kip Thorne élaboraient des théories sur la façon dont une bouche d'un trou de verre pouvait être maintenue fixe, tandis que l'autre était déplacée à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, afin de créer une machine à voyager dans le temps. Dans les temps modernes, les scientifiques ont continué à développer les travaux de leurs prédécesseurs, développant des théories sur le voyage dans le temps, et rapprochant peut-être de plus en plus l'acte, autrefois considéré comme impossible. En fait, en 2020, une percée majeure a été signalée par la plupart des grands organes de presse. Un astrophysicien américain nommé Ron Mallett avait apparemment trouvé un moyen de voyager dans le temps, et avait non seulement écrit une équation mathématique avec laquelle le faire, mais avait en fait construit un prototype. C'est-à-dire qu'il ne s'occupait pas seulement de l'hypothétique, il avait en fait construit une machine à voyager dans le temps. S'appuyant sur la théorie générale de la relativité d'Einstein, Mallett a supposé: si vous pouvez plier l'espace, il y a une possibilité que vous tordiez l'espace. Dans la théorie d'Einstein, ce que nous appelons l'espace implique également le temps. C'est pourquoi on l'appelle espace-temps. Tout ce que vous faites à l'espace arrive aussi au temps. Le prototype de Mallett utilisait des lasers pour générer un faisceau de lumière circulant, l'espace à l'intérieur de l'anneau de laser devenant tordu, comme remuer une tasse de café. Selon Mallett, étant donné une intensité laser suffisante et un espace suffisamment petit, il devrait être possible de modifier l'espace et le temps, comme il le décrit. Si l'espace est suffisamment tordu, cette chronologie linéaire va être tordue en une boucle. Si le temps est soudainement tordu dans une boucle qui nous donne la possibilité de voyager dans le passé. Il est intéressant de noter ce qui a lancé Mallett sur la voie de cette incroyable recherche, potentiellement révolutionnaire. Comme il l'a décrit, quand j'avais 11 ans, je suis tombé sur le livre qui a tout changé pour moi. C'était The Time Machine de H.G. Wells. Écrit en 1895, The Time Machine a engendré des générations de livres, de films et d'émissions de télévision de science-fiction. En d'autres termes, même un penseur de haut niveau comme Ron Mallett, un homme travaillant avec des concepts que la plupart ne pouvaient même pas imaginer, est en partie motivé par un émerveillement enfantin quant à la possibilité de voyager dans le temps. Ce sentiment que nous ressentons tous en lisant Wells, ou lorsqu'on regarde Retour vers le futur pour la première fois. Il y a indéniablement une sorte de romance dans l'idée du voyage dans le temps qui plaît autant au génie qu'à l'homme ordinaire. Considérez simplement Stephen Hawking, peut-être le plus grand penseur de notre époque, se livrant à une sournoiserie enfantine en matière de voyage dans le temps. En 2009, Hawking a organisé une fête à l'université de Cambridge, avec des ballons, un grand buffet et du champagne sur glace. Hawking, habillé de son meilleur smoking, expliqua sournoisement: « J'aime les expériences simples et le champagne. » Pour comprendre l'expérience dont il parlait, il suffit de regarder l'invitation de la fête. Vous êtes cordialement invité à une réception pour les voyageurs du temps, organisée par le professeur Stephen Hawking, qui se tiendra à l'université de Cambridge, Gonville et Caius College, Trinity Street, Cambridge, ajoutant la latitude et la longitude, ainsi que la date. Surtout, Hawking a envoyé les invitations à la fête après qu'elle ait eu lieu, de sorte que seuls les voyageurs temporels potentiels puissent y assister, ajoutant effrontément dans l'invitation « Pas de RSVP requis ». Comme Hawking l'a expliqué alors qu'il attendait avec une coupe de champagne, j'espère que des copies de l'invitation, sous une forme ou une autre, survivront pendant plusieurs milliers d'années. Peut-être qu'un jour, quelqu'un vivant dans le futur trouvera l'information et utilisera une machine à voyager dans le temps pour revenir à ma fête, prouvant que le voyage dans le temps sera un jour possible. Malheureusement, pour Hawking, aucun voyageur temporel ne s'est présenté à la fête, bien que cela n'ait pas altéré son humeur. Quel dommage, a-t-il plaisanté. J'espérais qu'une future Miss Univers allait franchir la porte. Peut-être que la plupart d'entre vous pensent, si le voyage dans le temps est possible, alors pourquoi personne d'entre nous n'est revenu à temps pour gagner à la loterie et devenir millionnaire? Eh bien, il y a une histoire intéressante d'un homme qui aurait pu faire exactement cela. Pas à la loterie, mais à la bourse. En mars 2003, le FBI a arrêté un homme de 44 ans, nommé Andrew Carlson. Il venait de vivre la course la plus chanceuse de l'histoire en bourse. En l'espace de seulement 2 semaines, il a transformé un investissement de 800 $ en 350 millions. Naturellement, cela a attiré l'attention des autorités, mais au lieu du déni habituel, Carlson a choqué le FBI avec une confession complète de 4 heures.
Il n'était pas un initié ordinaire. Ses 126 transactions à haut risque ont porté leurs fruits, car il a toujours su qu'elle le ferait. Parce qu'Andrew Carlson était un voyageur temporel, de 250 ans dans le futur. Au début, les aveux d'Andrew n'ont pas été crus. Un porte-parole de la Securities and Exchange Commission, SEC, a déclaré « Nous ne croyons pas l'histoire de ce type, c'est soit un fou, soit un menteur pathologique. » Mais le fait est qu'avec un investissement initial de seulement 800 $, en 2 semaines, il avait un portefeuille évalué à plus de 350 millions de dollars. Chaque transaction qu'il a faite a capitalisé sur des développements commerciaux inattendus, ce qui ne peut tout simplement pas être de la pure chance. Si les actions d'une entreprise ont augmenté en raison d'une fusion ou d'une percée technologique qui était censée être secrète, M. Carlson le savait d'une manière ou d'une autre à l'avance. La seule façon de le faire est d'obtenir des informations privilégiées illégales. Il va s'asseoir dans une cellule de prison sur Rikers Island jusqu'à ce qu'il accepte de renoncer à ses sources. Mais Carlson n'a jamais renoncé à ses sources. Dans une tentative de clémence, Carlson aurait proposé de divulguer des faits historiques, tels que le sort d'Oussama Ben Laden et un remède contre le sida, uniquement s'il le laissait retourner dans le futur. On ne sait pas s'il a révélé ses secrets, bien que déterminé à prouver qu'il était un menteur. Le FBI n'a trouvé aucune trace de l'existence de Carlson avant décembre 2002. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Le 2 avril 2003, alors qu'il se rendait à l'audience, Andrew Carlson a soudainement disparu et n'a jamais été revu. Son histoire a été dissimulée et n'a plus jamais été mentionnée dans aucun média. La SEC et le FBI ont nié que cela se soit jamais produit. Un autre incident intéressant s'est produit en 1998, lorsque Art Bell, animateur de la populaire émission de radio américaine de fin de soirée, Coast to Coast AM, lisait un fax qu'il avait reçu à ses auditeurs. Comme il l'a fait, une histoire incroyable a émergé. L'auteur de la lettre, un homme du nom de John Titor, prétendait être un voyageur temporel de l'année 2036. Et il expliqua que le voyage dans le temps avait été inventé en 2034, et décrivit en détail comment cela avait été fait. L'épisode de Coast to Coast AM a fait sensation, avant de s'estomper rapidement dans les mémoires. C'est-à-dire jusqu'en 2000, lorsqu'une série de messages inhabituels ont commencé à apparaître sur les premiers babillards électroniques, écrits par un certain John Titor. Le tout premier de ces messages commençait par « Salutations, je suis un voyageur temporel de l'année 2036. Je suis sur le chemin du retour, après avoir obtenu un système informatique IBM 5100 de l'année 1975. » À travers de futurs messages, il a développé son histoire. Selon Titor, l'IBM 5100 était nécessaire en 2036 pour déboguer l'équipement. Mais il n'en restait tout simplement plus à ce moment-là. Apparemment, le 5100 était capable de lire l'ancien code écrit avant l'utilisation d'APL et de BASIC. Fait intéressant, il a depuis été confirmé par IBM que le 5100 possède en fait une fonction unique qui lui permet de le faire. Un fait qu'IBM a gardé secret pendant de nombreuses années et que John Titor n'aurait certainement pas pu savoir. Alors, comment a-t-il fait? Et plus important encore, s'il venait vraiment du futur, que savait-il d'autre? À travers ses publications sur Internet, Titor a révélé un certain nombre de prédictions, peut-être des révélations sur l'avenir. Il a affirmé que les États-Unis sombreraient dans la guerre civile en 2004, entraînant l'éclatement du pays en 5 factions, les États-Unis d'Amérique. Il a affirmé que la Troisième Guerre mondiale éclaterait en 2015 et que, de plus, le monde serait ravagé par la maladie de la vache folle. En d'autres termes, il n'était probablement pas un voyageur en temps réel, puisque ses prophéties se sont avérées incorrectes. Sauf que dans l'un de ses messages, Titor a déclaré ce qui suit. En ce qui concerne l'avenir, votre ligne de monde est d'environ 2,5% différente de la mienne. Il s'agit d'une mesure à peu près cumulative basée sur mon arrivée en 1975. Pour autant que je sache en ce moment, vous vous dirigez vers les mêmes événements que j'appellerai mon histoire en 2036. Revoyez les prédictions de Titor dans cet esprit. Non, une guerre civile américaine n'a pas éclaté en 2004. Sauf que c'est cette année-là que George Bush a été réélu à la présidence, alors que des millions de personnes ont défilé dans les rues contre sa guerre en Irak. Ce fut peut-être le début d'une période de troubles civils croissants, qui a conduit à Occupy Wall Street, à Black Lives Matter et à Donald Trump. Une période qui voit désormais les États-Unis plus polarisés que jamais, facturés en régions et cliques politiques. L'affirmation de Titor était peut-être plus juste qu'il n'y paraissait.
Mais il s'est sûrement trompé sur la Troisième Guerre mondiale, commençant en 2015. Sauf que ce n'est qu'un an plus tard que Donald Trump a été élu président des États-Unis et que son administration a lancé une guerre commerciale avec la Chine. S'il doit y avoir une Troisième Guerre mondiale, il est extrêmement probable que les deux superpuissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine joueront un rôle de premier plan. Peut-être qu'une guerre commerciale n'est que la salve d'ouverture d'une vraie guerre, ou peut-être qu'avec l'existence des armes nucléaires, une guerre économique est la seule guerre qu'il est encore possible de mener. Enfin, la prédiction de Titor selon laquelle le monde serait ravagé par la maladie de la vache folle, celui-ci devrait être simplement pour ceux qui vivent dans un monde ravagé par la pandémie de Covid-19. Peut-être que John Titor savait vraiment ce que l'avenir lui réservait, ajusté d'environ 2,5%. Aurait-il vraiment pu voyager dans le temps? Il est intéressant ici de revenir sur les paroles d'Hal Bielek, l'homme qui prétendait avoir fait partie de l'équipage de l'USS Eldridge lors de l'expérience de Philadelphie. Il a décrit comment pendant le temps qu'il a passé en 2137, des médecins lui ont dit que la plupart des côtes ouest et sud-est des États-Unis étaient sous l'eau. 30 ans après que Bielek ait fait cette déclaration, de nombreux scientifiques se résignent au fait que ce sera le résultat inévitable du changement climatique. Il est impossible de savoir si des hommes comme John Titor et Hal Bielek étaient effectivement des voyageurs dans le temps. Impossible de savoir quelle part de vérité les histoires de conspiration modernes et les textes anciens contiennent réellement. Mais une chose semble certaine, si les scientifiques modernes vont découvrir les secrets du voyage dans le temps, ils voudront peut-être se dépêcher, ou il ne restera peut-être plus grand-chose à parcourir. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, veuillez cliquer sur s'abonner et sur la cloche à côté pour les notifications futures.